Alors, nous allons commencer par faire juste une méditation sur la respiration, une méditation silencieuse pendant 10 à 15 minutes. Donc juste garder à l'esprit le fait d'essayer de maintenir une bonne posture. Principalement, essayez d'avoir le dos droit. De temps en temps, vérifiez votre posture. Vous pouvez commencer la méditation en gardant votre attention sur le corps pendant un instant et sur la sensation de l'air. Donc soit au niveau des narines, la sensation au niveau des narines de l'air qui rentre et qui sort, soit au niveau des narines, soit au niveau de l'abdomen, le mouvement de l'abdomen avec la respiration. Donc au début, identifiez bien cette sensation et donc essayez de poser juste l'esprit dessus. Et s'il y a des distractions comme des pensées ou autre chose, donc notez-les et ramenez l'esprit à la respiration. Donc ça, c'est un exercice qui permet de poser l'esprit. Et si après quelques minutes, après un certain temps, si vous êtes déjà bien posé, si l'esprit est déjà posé, si vous avez pacifié les pensées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pensée, mais si vous avez arrêté un peu le bavardage intérieur, que vous êtes quand même assez stabilisé, vous pouvez, au lieu de privilégier la concentration sur la respiration, vous pouvez pratiquer toujours sur la base, sans perdre la respiration, ouvrir plus l'esprit et pratiquer plus la pleine conscience de ce qui est au moment présent. Et donc observer, juste observer, par exemple observer ce qui se passe, ce qui vient à votre conscience, juste en faire un objet de votre conscience temporairement, et juste l'observer pour ce qu'il est et le laisser passer. Donc nous faisons simplement à peu près 10 minutes, 10-15 minutes.
Donc pour prendre un refuge et développer la motivation de bodhicitta, nous pouvons visualiser devant nous le champ de mérite du refuge, donc au moins le Bouddha en face de nous, et nous prenons refuge 3 fois. Donc en essayant de générer les causes pour prendre refuge. Donc s'en remettre du fond du cœur au Bouddha, Dharma, Sangha, en pensant à la souffrance, en redoutant la souffrance, en pensant que depuis des temps sans commencement, je suis enfermée dans ce samsara à cause du karma et des perturbations de l'esprit. Donc ce n'est pas seulement cette vie où je suis sous le contrôle du karma et de l'ignorance, mais en fait c'est sans commencement. Depuis des vies sans commencement, c'est comme être enfermé dans une prison. Ou être retenu dans un état limité. Où je dois encore et encore faire l'expérience de diverses souffrances, de tous les problèmes. Et donc, à moins de faire quelque chose, donc si je ne change pas mon attitude, et particulièrement si je n'oppose pas cette ignorance qui me garde attachée, donc c'est un cycle qui peut se perpétuer sans fin. Et donc, qui c'est qui peut m'aider à éliminer l'ignorance, les causes de la souffrance? Donc, c'est ceux qui eux-mêmes, en fait, se sont libérés. Donc, c'est le Bouddha qui lui-même s'est libéré. Donc, développer la confiance dans les 3 joyaux, en pensant que le Bouddha a éliminé tout ce qui est à éliminer, a développé tout ce qui est à développer. Donc en pensant à ces qualités du Bouddha, qui a éliminé tout ce qui doit être éliminé sur l'esprit, développé tout le potentiel, et qui de plus a la grande compassion pour tous les êtres. Et donc en ajoutant la 3e cause de la compassion, pour faire du refuge un refuge Mahayana, nous pouvons penser que je ne suis pas la seule personne qui suis enfermée dans ce cycle depuis des temps sans commencement. En fait, c'est le cas de tous les êtres dans tous les mondes, dans le 6 mondes d'existence. Dans ce que je peux voir, les êtres que je peux voir, les humains, les animaux, et ceux aussi que je ne peux pas voir. Donc ils sont aussi dans cette même situation que moi. Et qui doivent tourner dans ce cercle des existences aussi sans fin si je ne viens pas à leur aide. Si je ne viens pas à leur secours, si je ne les aide pas.
en générant la compassion. Donc nous prenons refuge jusqu'à l'éveil. Je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la générosité, etc., et donc particulièrement par la pratique de cette méditation et aussi par toutes les pratiques que nous allons faire aujourd'hui. Donc grâce à ces deux accumulations, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En pensant que tous ces êtres qui veulent le bonheur et qui créent toujours la cause de la souffrance, la cause pour renaître sans fin dans ce cycle des existences. Donc ont été mes mères, ont été des amis très proches et sont aussi la source de tous mes bonheurs, temporaires comme ultimes, matériels et spirituels. Donc développer l'esprit d'éveil. Je dois devenir la pensée, dans l'aspiration à devenir un Bouddha, je dois devenir un Bouddha. Je dois atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc atteindre l'état de Bouddha est le seul moyen pour vraiment œuvrer au bien ultime de tous les êtres. Et donc nous avons aussi tous le potentiel pour pour atteindre l'éveil et la nature de Bouddha. Donc, nous avons tous au fond du cœur, dans notre esprit, cette nature pure et tous les germes en fait de l'éveil. Et dans la meilleure chose que nous puissions faire, c'est d'arroser ces graines, de les cultiver. Et nous avons aussi cette précieuse renaissance humaine et toutes ces conditions propices, particulièrement aujourd'hui. Et donc nous sommes déterminés à en tirer le plus grand bienfait pour que tout devienne la cause pour atteindre l'éveil. Donc devant le champ de mérite en face de nous, nous offrons la prière à cette branche et le mandala. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit.
je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méro, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edam Guru Rana Mandalakam Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Et donc grâce aux bénédictions du Maître au-dessus de notre tête, nous pensons notre esprit est béni et concentré sur la méditation que nous allons faire. Et donc je voulais faire la méditation analytique sur la vacuité du jeu, de la personne. Et donc il y a de nombreux raisonnements qui permettent de réaliser la vacuité du jeu. Particulièrement, donc il y a cette... je vais expliquer brièvement en 2 minutes un petit peu la méditation que nous allons faire. Si vous avez besoin de bouger un petit peu, vous pouvez en profiter pour bouger un peu les jambes. Juste un petit peu pour... si vous avez du mal pour soulager votre posture. Pendant que j'explique, je pense que vous devez connaître déjà, on a dû le voir ça dans le Lamrim, l'analyse en 4 points. Donc, pour voir la vacuité du jeu ou la vacuité, le non-soi, hein, il faut d'abord identifier l'objet à réfuter, l'objet de négation, puisqu'on nie quelque chose, on nie l'existence véritable ou en soi de la personne. Et donc le premier point, c'est d'identifier cette saisie du jeu, hein, ce jeu qui est
qui est perçu comme existant de façon ultime de son propre côté. Et donc il faut savoir que ça ne veut pas dire que on nie complètement le jeu ou la personne. Le jeu ou la personne existe, et donc il y a la personne qui existe de façon conventionnelle, qui est en fait simplement désignée sur les 5 agrégats, et donc cette personne, elle existe conventionnellement de par sa dénomination sur la base de la personne, et en plus, donc, sur cette personne conventionnelle, cette personne conventionnelle est en fait conçue, cette personne qui existe de façon conventionnelle est conçue comme existant véritablement, et donc c'est la personne existant véritablement de son propre côté qui est réfutée dans la vue de la vacuité. Donc c'est ça qui en fait ce jeu ultime qui n'existe pas, qui est imaginaire, qui est non existant. Donc le premier point consiste à identifier cet objet de négation, ce jeu existant de façon intrinsèque, de son propre côté, etc., de par lui-même, qui se suffit à lui-même. Et donc pour ça, on passe le premier point de la méditation, c'est ça, et on passe du temps pour l'identifier en se remémorant ou en imaginant des situations de forte émotion, soit négatives, soit positives, soit négatives. Le deuxième point, c'est c'est le point sur le recouvrement, être sûr, s'assurer en fait que si le jeu qui existe de façon intrinsèque existe, il doit être soit un avec les agrégats, soit séparé des agrégats, complètement différent des agrégats. Et donc on passe du temps pour être bien clair et bien certain dans notre esprit qu'il n'y a pas de troisième possibilité, qu'il n'y a que ces deux possibilités. S'il existe, il doit être soit un avec des agrégats, soit séparé des agrégats. C'est le deuxième point. Le troisième point, on examine est-ce que le jeu est un avec les agrégats. Le quatrième point, c'est est-ce que le jeu est séparé des agrégats. C'est-à-dire, est-ce que le jeu qui existe véritablement est donc un avec les agrégats, ce qui veut dire complètement un. On est dans le cadre d'une existence inhérente. Et donc, quand on dit un, ça veut dire un de façon inhérente, complètement un. Si on dit séparé, ça veut dire séparé, complètement différent. Donc on va s'essayer à la méditation. On ne va pas pouvoir faire les 4 parties complètement élaborées, mais on va déjà commencer par la première. Et donc je ferai peut-être les autres rapidement. Et donc demain ou les autres jours, on pourra élaborer davantage les points suivants. Et donc pour identifier ce sens du jeu très fort qui existe en soi, donc ce qui existe en soi de son propre côté, qui est en fait l'objet de l'ignorance, de cette saisie. Donc il faut d'abord l'identifier, et donc nous pouvons imaginer des circonstances où ce jeu se manifeste très fortement. Par exemple, si quelqu'un vous critique, si quelqu'un vous dit du mal de vous, ou vous accuse d'avoir fait quelque chose,
Et donc il y a un sentiment très fort qui surgit. Si par exemple quelqu'un vous critique, dit quelque chose, relève un défaut, ou vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait devant d'autres personnes, il y a un sens très fort qui surgit en fait, de ce jeu très fort qui surgit. Aussi quelque chose où quelqu'un nous blesse d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Et donc il y a un jeu qui se sent très mal, qui se sent déprimé. Ou si nous sommes bouleversés, si par exemple, imaginez que vous apprenez que vous risquez de mourir à cause du cancer ou d'une maladie, il y a un sentiment très fort d'un jeu qui se révèle. Et donc, lorsque ce jeu se manifeste, nous essayons à l'intérieur de nous d'observer comment il se manifeste, comment nous le concevons. Et comment en fait ce jeu apparaît comme étant complètement indépendant de tout. Donc nous pouvons passer quelques minutes. Donc essayez de l'observer, et de l'observer, de le retenir, de l'identifier, de vous concentrer dessus pour bien ressentir ce jeu.
Et donc, une fois que nous avons identifié une vue claire de ce jeu qui existe de façon intrinsèque, et donc nous pouvons chercher est-ce qu'il existe vraiment ou pas. Est-ce qu'il existe ou pas ce jeu? Et donc c'est comme si on cherche quelque chose, je vais chercher quelque chose à l'intérieur d'une pièce ou à l'extérieur d'une pièce, par exemple, et je vais essayer d'envisager toutes les possibilités où c'est que je peux le trouver et tirer une conclusion définitive. Et donc, si je pense ce jeu, s'il existe, il va être soit 1 avec les agrégats, c'est-à-dire il va être 1 avec le corps et l'esprit, soit il va être séparé du corps et de l'esprit. Et donc, il faut réfléchir à cela et acquérir la certitude du recouvrement, c'est-à-dire que l'existence de ce jeu va être couverte par ces deux possibilités, qu'il n'y a pas d'autre, qu'il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire ce jeu qui existe de son propre chef, qui se manifeste très fortement. S'il existe, il va être soit 1 avec les agrégats, soit séparé des agrégats. Et il n'y a pas d'autre option, d'autres possibilités. Et donc il faut réfléchir à ces deux possibilités et être certain qu'il n'y en a pas d'autres. Et donc quand on est certain qu'il n'y a pas d'autres possibilités, on va examiner est-ce que ces deux possibilités et voir donc est-ce que ce jeu existe comme étant 1 avec les agrégats. Et donc comme on est dans le cadre de l'existence intrinsèque absolue, si le jeu était 1 avec les agrégats, ça veut dire qu'il serait complètement 1 avec les agrégats à tous les points de vue. C'est-à-dire le jeu serait complètement 1 avec le corps et l'esprit. Si le jeu, et donc il faut examiner les fautes que cela entraînerait, si le jeu était complètement 1 avec le corps et l'esprit. Ça veut dire que le jeu, le corps et l'esprit seraient la même chose, sur tout point de vue. Et donc quand on mène l'analyse, il faut toujours garder à l'esprit ce jeu qui existe intrinsèquement, qu'on a analysé dans le premier point. Et il ne faut pas le perdre. Donc avec une partie de l'esprit, il faut le maintenir, et c'est ce jeu-là qu'on examine comme étant 1 avec les agrégats, avec le corps et l'esprit. Donc si le jeu était complètement 1 avec le corps et l'esprit, à ce moment-là, il y a de nombreuses fautes.
On ne pourrait plus dire mon corps, on ne pourrait plus dire mon esprit. Puisqu'en fait, quand je dis mon corps, ou je dis par exemple ma main, mon bras, il y a un jeu qui possède et l'objet possédé. Donc ça serait impossible de parler de cette façon. Et également, si le jeu était intrinsèquement un avec les agrégats, c'est-à-dire avec le corps et l'esprit, comme le corps et l'esprit ont de nombreuses parties, sont composés de nombreux éléments, si le jeu est intrinsèquement un, le jeu devrait être aussi multiple en fait. Tout comme les agrégats sont nombreux, les constituants sont nombreux, il y aurait de nombreux jeux. Dans ce qui contradit notre expérience d'être une personne. Et donc, si le jeu qui existe en soi, donc de son propre chef, était séparé des agrégats, si le jeu n'est pas un, donc on examine est-ce qu'il peut être séparé des agrégats. Ici, dans le cadre d'une existence ultime ou intrinsèque, ça voudrait dire que le jeu est complètement séparé des agrégats. Et donc on peut examiner cette possibilité aussi. Est-ce que ce jeu existe séparé des agrégats? Est-ce qu'il y a un tel jeu qui est séparé des agrégats? Donc si le jeu était séparé des agrégats, ça veut dire que le jeu, la personne n'aurait rien à faire avec le corps et l'esprit. Ça veut dire qu'on pourrait mettre de côté tout ce qui est physique et mental et rester avec un jeu, avec la personne. Une fois qu'on aurait éliminé tous les composants physiques et mentaux. Donc en dehors du corps et de l'esprit, il n'y a pas de jeu. Donc la conclusion, c'est que le jeu intrinsèque n'existe pas, n'est pas un, ni séparé des agrégats, n'existe pas en étant une unité avec les agrégats, ni en étant séparé des agrégats. Et donc la conclusion, c'est qu'il n'existe pas.
Et donc ce jeu qui existerait, donc qui apparaît comme étant ayant ce type d'existence intrinsèque, puisqu'on ne le trouve pas, ni comme étant un, ni comme étant séparé des agrégats, on conclut qu'il n'existe pas. Et donc quand on mène cette conclusion, on arrive à la négation en fait de cet objet à réfuter, et en fait on arrive à la vacuité du jeu. Et c'est sur cela qu'on se focalise, sur cette vacuité du jeu qui apparaît comme une vacuité semblable à l'espace. Et donc, comment le jeu existe-t-il? Il existe comme une production dépendante, comme une simple dénomination sur la base de la personne, c'est-à-dire sur les agrégats. Donc le jeu existe bien conventionnellement comme une désignation sur les agrégats, en dépendant donc d'un concept, d'une désignation par l'esprit sur la base des agrégats. Et donc, alors que nous dédions les mérites de cette méditation, nous pouvons faire la dédicace aussi avec la compréhension de la vacuité. En fait, comme on dit quand on dit au début, dans la motivation, grâce aux deux accumulations puissais-je, les mérites, en fait, grâce aux deux accumulations réunies, donc par cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. L'accumulation, c'est l'accumulation de méthode et aussi de sagesse. Et donc c'est bien d'essayer, quand on fait tout ce qu'on fait, en fait, de le faire avec le sens de la vacuité. Donc le sens que tout, que ce soit l'agent, l'objet, l'action, n'existe pas de son propre côté, de façon inhérente de son propre côté. Donc grâce au mérite, c'est-à-dire à l'énergie positive accumulée pendant cette session, donc ces mérites existant en étant simplement désignés et en étant vides d'existence propre. Donc puissais-je, moi-même qui existe en étant simplement désigné, et donc qui suis vide d'existence de son propre côté, donc puissais-je atteindre l'état d'éveil d'un Bouddha. Donc cet état d'éveil étant lui aussi vide d'existence propre, existe en étant simplement désigné. Et puissais-je conduire tous les êtres qui sont vides d'existence propre, qui existent en étant désignés par l'esprit. Donc conduire tous ces êtres à ce même état d'éveil. Donc je vous remercie.